Donc voilà, j'ai un pointeur. Donc, merci beaucoup de l'invitation. C'est un vrai privilège d'être là et vous parler du coronavirus 2. Il y a un problème, non? On a changé d'ordinateur. Moi, je croyais que c'était exprès. Non. Il y avait écrit, il y avait mon nom là. Ça, c'est Félix Ray apparemment. Ah bah oui, c'est vrai. Je sais pas. Unité. J'ai passé mon de virologie structurelle. Unité de virologie. C'est trop drôle. Ça, c'est le CNRS et l'Institut Pasteur, Paris. Bon, on va voir ce qui se passe après. Je ne sais pas ce qui va se passer après, oui. D'accord, donc ça va mieux. Merci Philippe pour l'introduction. Donc on ne s'est pas concerté pour les topos, mais il n'y a pas tant d'overlap que ça. Simplement, Philippe vous a déjà dit que c'est un virus enveloppé. Là où j'ai une précision, c'est un virus à ARN. Et c'est parmi les virus à ARN qui a un génome extrêmement grand. Il y a des virus comme les herpès qui ont 100 kilobases, des virus à ADN, ou les poxvirus, il y a le cytomégalovirus qui a 200, et même le mimivirus, celui qui a bouché le port de Marseille, il a un génome qui est plus gros que de certaines des bactéries, je crois. Donc, il faut savoir qu'on connaissait pendant longtemps les coronavirus, c'était des virus saisonniers qui causaient du rhume ou des choses pas très graves, donc on ne s'intéressait pas beaucoup. C'était des virus pathogènes des animaux, et par exemple à l'INRA, il y avait une équipe vraiment extrêmement performante, Huberlode à l'époque, qui travaillait sur le virus de la gastroentérite porcine, qui était un vrai problème. Mais dernièrement, chez les humains, il y a eu ces apparitions-là dont vous avez entendu. Depuis 2003, l'apparition du SARS. En 2012, le MERS, coronavirus. Et maintenant, nous avons le SARS ici. C'est la phylogénie. Vous montre ici la famille. Philippe vous a déjà à peu près introduit ceci. Et ici, si vous regardez la phylogénie et les virus, le SARS coronavirus de 2003 est ici, parmi des virus de chauve-souris, dans toute cette série-là. Et le nouveau est apparu là, très proche d'autres virus de chauve-souris. Ce n'est pas la peine d'essayer de lire. Là, c'est simplement pour vous montrer la distribution. Et le MERS coronavirus, il est plus distant, mais c'est un virus qui provient d'une autre espèce de chauve-souris. Et comme Philippe vous l'a dit, c'est le saut d'espèce qui est très important. Et un des joueurs major players, comme on dit, cette glycoprotéine de surface, le spicule, c'est qui donne au virus cette forme de couronne que nous demandait André, et qui elle, c'est responsable donc de l'interaction avec un récepteur, mais aussi cette protéine-là qui va permettre au virus d'entrer parce qu'elle est responsable de la fusion de la membrane du virus que vous avez ici avec la membrane cellulaire. Vous savez que tous les virus enveloppés doivent, pour pouvoir décharger le génome viral qui est à l'intérieur de la membrane, ils dépendent de la fusion de cette membrane pour pouvoir libérer les génomes. Et cela est fait par cette protéine-là qui est maintenue à la surface du virus d'une façon métastable, qui s'appelle la forme préfusion. Et lors des interactions avec le récepteur, par exemple S2 ou pour HIV CD4 et le co-récepteur, elles induisent un changement de conformation, ce qui va faire qu'un petit morceau de la protéine qui est hydrophobe va être projeté contre la membrane cellulaire et il va s'y insérer et le changement conformationnel va finir pour former ce qu'on appelle une épingle à cheveux qui va ramener la partie ancrée dans la membrane virale, la partie C-terminale, juste apposée à cette partie insérée là, et ce qui va aller conduire ce port de diffusion. Alors il faut savoir que donc, cette forme-là, c'est une forme inactive, c'est la forme post-fusion, puisqu'elle a atteint son minimum d'énergie et elle devient inactive. Mais elle a fait son job, les membranes ont fusionné. Par contre, celle-ci est la cible des anticorps neutralisants, des anticorps qui vont vous protéger. Et le problème, c'est d'arriver à la protéger parce que lorsqu'on fait des formulations présentant cette protéine pour que dans un vaccin, on ait des anticorps qui nous protègent, souvent, elles changent de conformation de façon directe et vous n'avez plus l'immunité. C'était un problème assez grave, par exemple, pour la bronchiolite ou pour beaucoup d'autres virus. Alors, bon, il y a quelques années, nous avons travaillé sur le virus murin, dans lequel nous avons
a eu la structure par microscopie électronique. Hélas, le microscope à Pasteur ne fonctionnait pas en 2016 encore, donc on a fait en collaboration à Seattle, on a envoyé la protéine là-bas. Et donc là, c'était merveilleux d'avoir une structure atomique sans avoir à faire des cristaux. Pour nous, c'était... Et c'est qui aussi montre que cette forme préfusion a la protéine qui est en trimère, la protéine S, qui doit être coupée par une protéase en deux sous-unités, S1 et S2, qui forment un trimère. S1 a le domaine d'interaction avec le récepteur, est montré ici en couleur, et S2 est la partie C-terminale, donc on avait coupé la partie transmembranaire qui manque ici, et qui est maintenue sous cette couronne de S1. Et lorsqu'il interagit avec le récepteur, ça fait que cette partie se sépare. Donc c'est pour ça que la coupure, le clivage entre S1 et S2 est important. Et une des choses qu'on sait, que le nouveau coronavirus, qui se propage beaucoup plus facilement d'humain à humain, a un site polybasique, plusieurs acides aminés chargés, qui sont très efficacement coupés par la furine. Comme dans le cas des influenza, des souches très virulentes ont aussi le même type de clivage. Donc, une fois coupé, interaction avec le récepteur, ces trois unités viennent de côté. Ça permet à la partie antérieure qui est comme, on dirait, spring-loaded en anglais, c'est comme un ressort qui est activé, maintenu à la surface, c'est relâché, le peptide de fusion s'insère, et donc ça se replie sur la forme que vous avez. Nous avons fait la structure aussi de la forme post-fusion des S2 qui est à l'intérieur. Et donc, c'est la forme qui conduit à la fusion. Donc, il faut savoir que c'est la même chose des virus qu'on appelle des virus de classe 1, comme le virus de Lassa, d'Ebola, le virus de la bronchiolite, de respiratoire syncytial, le VIH, l'influenza et maintenant les SARS. Donc il y a pas mal de structures maintenant complexes des anticorps neutralisants. Et ceci c'est très important parce que c'est surtout de connaître quels sont les épitopes qu'il faut cibler et comment maintenir. Par exemple, le virus de la bronchiolite, le fait de pouvoir stabiliser cette forme-là a fait que maintenant, on a des vaccins en phase clinique qui permettent de maintenir cette forme et présenter ces épitopes-là qui disparaissent une fois qu'elles basculent dans sa forme post-fusion. Donc, il y a quelques années, on a trouvé que pour l'influenza, il y a certains épitopes qui sont à l'endroit où est caché ce peptide de fusion qui va s'insérer dans la cellule qui est assez conservé et qui permet d'avoir des anticorps qui sont très largement cross-réactifs. Et la plupart des anticorps vont dans la tête, qui est celle qui reconnaît le récepteur, qui est l'acide sialique. Par contre, cette partie est très immunogène et celle-là, non. Il y a beaucoup de travaux sur l'influenza qui ciblent cette zone-là. Nos études, en comparant les bêta-coronavirus, même si c'était sur le mur, ont montré que lorsqu'on mappe à la surface de la spicule la conservation des acides aminés, on voit qu'elle est très variable, mais qu'il y a des patchs qui sont extrêmement conservés, qui sont invariants et qui donc ils nous donnent la possibilité de trouver des anticorps qui sont avec un spectre très large, et on pourrait travailler à éliciter des anticorps contre ces trucs-là pour protéger et aussi comme un traitement vaccinal. Alors, ce que disait Philippe aussi, c'est ce passage de la barrière d'espèces. Il faut voir qu'ici, toutes les mutations par rapport au virus des souris que je vous ai montré au départ sont mappées en bleu à la surface, c'est quand on regarde le spicule du haut, et là, de côté, avec le domaine d'interaction avec le récepteur qui a deux conformations, une fermée et une ouverte qui reconnaît le récepteur. Et si on regarde, par exemple, avec si on fait une comparaison avec les virus des chauves-souris et les virus des pangolins, comme Philippe vous a dit que c'était une haute intermédiaire, on voit qu'entre le virus humain et le virus des chauves-souris, il y a 98% d'identité de séquence, pas d'homologie, d'identité de séquence dans la protéine enveloppe, avec 13 changements au niveau des S2 qui matchent avec les différences dans S2, dans ces virus-là. Si vous comparez celle du pangolin avec la chauve-souris, c'est aussi 13, alors qu'ils sont beaucoup plus distants, 90% des séquences au lieu de 98. Mais quand vous comparez le pangolin et les humains,
Le virus humain, même s'il a 91% des changements un peu partout, à l'interface entre le récepteur et la AS2, il n'y en a qu'une mutation. Donc c'est un argument très important qui va dans le sens de la participation du pangolin à introduire. Vous voyez, le virus est nettement plus distant que celui entre chauve-souris et humain, mais les différences, là où ça compte, il n'y en a qu'une. Bon, pour finir, j'ai aussi cette diapositive qui m'a donné Sylvie van der Werf, qui montre le travail énorme qui a été fait récemment de séquençage un peu partout. Et on a marqué ici, dans toute cette diversité, les virus qui ont été isolés en Île-de-France et en Rhône-Alpes. Et vous voyez que sont des introductions séparées. Lorsque là, on compare seulement les 5 coronavirus en différentes couleurs, ceux qui proviennent des différentes parties. Et on voit que c'est notre modernité qui fait que des gens arrivent un peu de partout et que les choses s'éparpillent extrêmement. OK, moi j'avais peur d'être trop long, donc je n'ai pas mis plus de diapos, je m'arrête là. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Daniel Houvard. Tu as présenté un modèle... Micro, Daniel. Il faudrait que tu te mettes là sur le... Oui, Félix. Très bien. Tu as présenté un modèle de fusion du virus par donc un changement de conformation de sa protéine. Tu as présenté le modèle avec la membrane plasmique. Enfin, tu as dit que c'était la membrane cellulaire. Est-ce que l'on sait aujourd'hui s'il y a internalisation dans tous les cas, ou qu'il peut y avoir internalisation ou pas internalisation, autrement dit, à quel niveau du transport du virus dans la cellule ou de la phase d'infection initiale, à quel niveau se fait la libération de la capside dans le cytoplasme? Et tu devines pourquoi je pose cette question? Oui, mais pour de nombreux virus, ça se passe dans l'endosome après endocytose. Mais pour le cas du coronavirus, on ne sait pas. Ce qu'on sait, que c'est l'abaissement du pH, c'est pas ça qui contrôle. Donc, on sait que c'est pas l'abaissement du pH. C'est pas l'abaissement du pH, mais il est incorporé. Donc, ce qu'on sait, c'est que le domaine d'interaction avec le récepteur, qui a deux conformations ouvertes et fermées, quand dans les structures qu'on a, il y a un domaine ouvert et les autres deux fermés. Parfois, on en a deux ouverts et l'autre fermé. Et ce qu'on sait, c'est que quand les trois sont ouverts, il devient très instable. Et normalement, on voit ça comme très dynamique. Si on dit qu'il respire, le domaine s'ouvre et s'ouvre. Une fois qu'il interagit avec un récepteur, il ne peut plus se refermer. Et comme ça, dès qu'il y a tous les trois, comme ça permet ce relâchement. Mais on pense qu'il y a aussi une étape d'internalisation et il y a un rôle aussi d'une protéase qui s'appelle TMPRS, une serine-like protéase, qui coupe un site additionnel dans la protéine des spicules. Et cette protéase est placée, est interne. C'est pour ça qu'il a besoin d'être internalisé pour avoir le processus de fusion. Alors, ce qui complique aussi les choses, c'est que S2 aussi a un site de coupure pour cette protéase qui apparemment fait que l'infection soit plus efficace, elle amplifie l'infection. Donc tout ça est assez mal connu pour l'instant. Je crois qu'on est dans des détails de spécialistes, peut-être pas accessibles à tout le monde. Donc peut-être qu'on peut poser une question sur toutes ces souches que tu as montrées dans l'Île-de-France, là, etc. Ouais. Est-ce qu'on sait, par exemple, j'avais l'impression qu'on disait que la souche originelle de Wuhan était arrivée en Italie, alors que ce n'est pas exactement la même souche forcément qui était arrivée en France, etc. Tu peux commenter là-dessus là? Oui, non, c'était juste pour montrer qu'il y a des introductions multiples. Alors, tu me dis, ici, aller trouver quelle souche était laquelle j'ai trouvé. C'est Antoine ici. Non, simplement, c'était pour illustrer qu'on n'a pas une clusterisation par région et que les virus sont différents. Donc, je ne sais pas si vous avez distingué. En bleu, c'est ce qui vient d'Asie, mais pas de Chine. Oui. Tout ce qui est black, c'est Wuhan.
Donc vous voyez du noir un peu partout. Et c'est... D'accord. Donc, ça va. Ok, bah, je propose... Guilain, une question, puis après on va passer à Antoine Danchin. Je ne suis pas du tout spécialiste de la question, mais vous avez mentionné beaucoup l'origine de la chauve-souris pour la zoonose qui conduit au virus. Oui. J'ai une chauve-souris dans mon grenier. Est-ce que je dois m'en méfier comme de la peste ? Je ne sais pas par rapport à la souris qui est dans votre grenier. Faut pas la manger. La chauve-souris, pardon. Faut pas la manger. Là. Je ne la mangerai pas, en tout cas. Alors, ce matin, j'ai eu un appel de Jules Hoffman qui ne peut pas venir, mais qui voulait savoir aussi sur qu'est-ce qui fait qu'il y a tellement de virus dans les chauves-souris et pourquoi elles infectent. Alors, moi je pas su très bien répondre, mais au fait, en regardant, il y a un effet d'interféron et l'inflammation. Apparemment, les chauves-souris arrivent à contrôler nettement mieux ces virus-là, qui sont à des titres élevés chez la chauve-souris, mais elles ne sont pas malades. Et ça a à voir avec le métabolisme, le développement du vol et le fait qu'il y a beaucoup d'ADP, la réparation de l'ADN compte énormément. Et donc, les systèmes innés sont assez changés. Tu veux rajouter Non, c'était juste une précision, mais qui peut être intéressante et une hypothèse que je trouve passionnante. C'est qu'en fait, les chauves-souris semblent avoir une particularité, c'est-à-dire que leur interféron de type 1 n'est pas inductible. Simplement, elles en produisent de façon constitutive à faible niveau. Alors ça leur permet justement de maintenir une espèce d'équilibre avec les virus qu'elles hébergent. Elles ne font pas trop d'inflammation de ce fait et du coup, elles ne sont pas malades. Par contre, on pense que le fait que le coronavirus, enfin cela en tout cas, manipule le système immunitaire et diminue l'expression de l'interféron de type 1 chez l'homme est lié justement à cette vie dans la chauve-souris où les virus ont appris en fait à s'extirper de cette présence. C'est un peu comme quand on utilise des antibiotiques à bas niveau et qu'on stimule la résistance. Rappelons que les chauves-souris sont des mammifères et que c'est un peu pour ça qu'on a les virus qui sont présents chez les chauves-souris et chez les hommes. Je pense qu'on va passer à l'intervention d'Antoine Danchin, qui